Bienvenue dans le débat consacré aux élections européennes. 360 millions d'électeurs appelés aux urnes à partir de demain, donc du 6 au 9 juin, pour élire 720 députés européens. Des élections cruciales alors qu'une guerre a lieu aux portes de l'Europe. En France, c'est dimanche que l'on vote et à 5 jours du scrutin, la liste du RN, du Rassemblement national, de Jordan Bardella conserve son avance. La liste de Raphaël Glucksmann talonne celle de la majorité portée par Valérie Ayé. Manon Aubry de LFI et François-Xavier Bellamy de LR sont, eux, au coude à coude. Emmanuel Macron va s'exprimer demain sur les chaînes nationales à 20h. L'estimation du taux de participation aux européennes en France est de l'ordre de 46 à 47%, soit un peu moins qu'en 2019. Ce qui frappe, bien sûr, c'est comme le Rassemblement national en France, dans l'ensemble des pays européens, les partis nationaux populistes font une forte poussée dans les sondages. On va revenir d'ailleurs sur l'avance conservée par le RN de Jordan Bardella en France. Comment expliquer cette dynamique? Et puis cette dynamique de ces groupes nationaux populistes va-t-elle entraîner une recomposition de ces forces politiques au niveau européen? Quel impact leur vision peut-elle avoir au Parlement européen si leur poussée se confirme dans les urnes? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yannick Halimi. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Journaliste politique, merci d'être là ce soir. En face de vous, Ana Navarro Pedro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante en France pour la presse portugaise. Bienvenue à vous. Nous sommes également en présence de Blanche Léridon ce soir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. Votre note de l'Institut Montaigne sur les européennes avec Marc Lazare et Bruno Cotresse s'intitule « Portée et limite des nationaux populistes ». Une note très intéressante qui m'a bien aidé à bâtir cette émission. Bienvenue à vous. En face de vous, Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, correspondant international pour le quotidien suisse Blick. On va d'abord démarrer justement par les tout derniers sondages. En France, vous allez le voir les dernières estimations, les intentions de vote s'afficher. Donc la liste RN de Jordan Bardella, donc, qui conserve son avance. Ça fait 3 mois qu'elle est en avance sur tout le monde. Et il garde cette avance et pratiquement plus de 30% des intentions de vote. Ça, c'est selon le dernier sondage de l'Institut IFOP pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Raphaël Glucksmann à 14%, qui talonne donc la liste de la majorité portée par Valérie Ayé à 15%, vous le voyez. Manon Aubry et François-Xavier Bellamy, donc LFI et LR, sont au coude à coude, 7,5% pour Manon Aubry et 7% pour François-Xavier Bellamy. Hier soir, il y avait ce débat entre les têtes de liste sur France Télévisions. Je vous propose d'écouter un extrait d'un échange entre Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann. Quand moi j'étais en Ukraine en 2014, votre parti applaudissait à l'annexion de la Crimée. Marine Le Pen applaudissait à l'annexion de la Crimée. Et oui. Vous, monsieur, vous avez Votre gouvernement socialiste a vendu pour 150 millions d'euros d'armes à la Russie de M. Poutine. Mais vous avez voté contre la résolution du Parlement européen qui condamnait les milices Wagner qui s'en prenaient à nos soldats en Afrique. Richard, je commence par vous, l'observateur suisse le plus avisé de la politique française. Bon, sur cet échange, on ne va pas reparler de l'Ukraine et on va voir à quel point ça divise d'ailleurs l'ensemble des camps. Bardella crédité à 33%, Glucksmann qui connaît une bonne dynamique. Votre analyse? Mon analyse d'abord, c'est qu'aux 33% de Jordan Bardella, il faut ajouter les 6% de Reconquête. On est à 39%. Bien évidemment, ce ne sont que les intentions de vote. Il y aura sans doute des corrections, mais ça veut dire que, très franchement, là, si ce n'est plus une poussée de l'extrême droite, c'est littéralement une déferlante, si ces chiffres devaient se confirmer, ou à peu près. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il est évident que du côté de Raphaël Glucksmann, il y a une dynamique. On l'a vu pendant la campagne. Ça avance, on sent que ça percute au sein des électeurs de gauche, même des électeurs de gauche qui se réveillent, qui en parlent, des électeurs socialistes qui retrouvent une raison d'aller voter. Je ne pense pas qu'il y ait une dynamique similaire dans le camp présidentiel où, en gros, la stratégie est essentiellement défensive. Donc là, on va voir jusqu'où la défense peut marcher, l'intervention d'Emmanuel Macron, mais qui est en soi quand même un peu problématique. S'il parle trop d'élections européennes, alors, encore une fois, on ne va pas préjuger de son discours, qui est un discours a priori lié aux commémorations, mais entre la défense, je dirais, d'Emmanuel Macron et la stratégie offensive de Glucksmann, si je devais mettre une petite pièce de monnaie aujourd'hui, je la mettrais plutôt du côté de Raphaël Glucksmann, parce qu'on voit bien qu'il y a un élan qu'il a réussi à créer. Ana Navarro, alors que dit la journaliste portugaise que vous êtes? Écoutez, effectivement, concernant, juste pour rebondir sur la dernière déclaration, Glucksmann a
bénéficie évidemment d'une certaine dynamique en ce moment, peut-être aussi parce qu'il y a une usure du pouvoir du côté des macronistes et parce que Renaissance est incarnée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron commence à agacer sérieusement une partie de l'électorat français, comme d'habitude, avec un politicien en Europe qui est au pouvoir depuis un certain nombre d'années. C'est l'usure. Il y a une certaine usure, oui. Ensuite, il y a aussi, du côté d'Emmanuel Macron, quelque chose qui m'a étonné beaucoup en parlant avec un électorat retraité, plus âgé, une classe d'âge plus âgée, et qui habituellement vote Macron et qui apprécie beaucoup Macron jusqu'à présent, et qui là s'en dissocie, c'est le fait d'avoir mis l'arme nucléaire d'une certaine façon à la disposition de l'Europe, de la défense européenne. On avoir parlé en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas et qui fait que cet électorat le quitte. Alors du coup, pour ne pas aller vers la gauche, mais d'aller non plus vers les Républicains qui étaient leur parti de départ, mais vers Bardella, vers l'extrême droite. Donc il y a des éléments qui n'ont pas valeur de sondage parce qu'ils n'ont valeur que d'observation, de conversation avec des Français, mais qui sont assez présents au fur et à mesure du temps dans mes contacts pour me demander s'il n'y a pas quand même un changement social, citoyen en France en profondeur. Jannick. Je suis tout à fait sûre. Macron sur... Oui, justement, sur à la fois Bardella, donc 30%, non, mais je suis tout à fait... Raphaël Glucksmann. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour la dynamique, plus que la dynamique, la frénésie, j'allais dire, Bardella, Rassemblement National, elle est bâtie sur énormément de paramètres. Mais enfin, moi, j'en vois 3 ou 4. C'est le fait qu'il y ait une dynamique nationale, tout de même, qui évidemment... C'est ça, on nationalise ce scrutin. En fait. Peut-être dans d'autres pays aussi, mais particulièrement en France. Mais comment peut-on échapper? On ne peut pas. L'Europe reste quand même malheureusement quelque chose d'assez abstrait, sauf quand on veut la critiquer et avec raison très souvent à travers la PAC ou à travers le manque de masques, etc., etc. L'Europe reste quelque chose d'assez abstrait, en tout cas pour les Français. Donc nationaliser l'élection européenne, c'est difficile d'y échapper. Le Rassemblement national capitalise sur des thèmes en plus qui sont pour le coup très européens, qu'on soutienne ou qu'on critique, et c'est évidemment la sécurité des frontières et l'immigration. Donc on peut dire que l'élection européenne là, est au cœur du noyau programmatique et idéologique du RN. Après, ce qui pousse le RN, c'est que le Rassemblement national, sous la houlette, et depuis que Marine Le Pen en est la présidente, ça s'est fait extrêmement progressivement, c'est qu'elle a changé de pied par rapport à l'Union européenne. Elle était très europhobe, voire plaidait le Frexit il y a encore une quinzaine d'années. Là, elle est dans l'Europe. Donc, du coup, elle veut changer l'Europe de l'intérieur. Elle ne prône plus du tout ni la sortie de l'Europe, ni la sortie de l'euro. Du coup, elle va bénéficie bout de la dédiabolisation aussi de ce parti, finalement. Absolument. Et du coup, je terminerai là. Elle élargit sa base électorale qui était jusqu'à présent... le plafond de verre se cognait à des catégories comme les retraités, comme vous le disiez, madame, ou les seniors, et les CSP+, même une partie qui ne pouvaient pas voter pour le Rassemblement national à cause de ses positions, on va dire, anti-européennes et anti-euro. Et là, en changeant de pied, si je puis dire, enfin de stratégie et de vision vis-à-vis de l'Union européenne, elle élargit encore plus sa base électorale. Donc, vous additionnez tous ces paramètres et ça donne, comme le disait monsieur, les 37... Enfin... Bon, les 37% pour l'ensemble, c'est-à-dire en incluant Reconquête. En tout cas, les 30 ou les 32% du RN. Je vais vous faire réagir, Blanche Léridon, mais tout d'abord, on va l'écouter, justement, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Voilà, je le dis, c'est gênant. Moi, je suis ravi d'accueillir M. Zelensky à l'Assemblée nationale. Il est le bienvenu. Mais le vendredi... Il est le bienvenu. Oui, mais bien, il est toujours le bienvenu. Mais le vendredi, c'est-à-dire quelques heures avant la fin de la campagne, le dernier jour de campagne électorale utile, au dernier moment, on a reçu un SMS pour apprendre ça hier soir. C'est une manipulation de l'opinion ? Oui, c'est une volonté de manipulation de l'opinion, bien sûr. C'est une instrumentalisation de la part d'Emmanuel Macron du conflit en Ukraine, et c'est pas respectable.
Blanche Léridon, instrumentalisation par Emmanuel Macron, qui va donner donc une interview sur TF1 et France Télévisions demain à 20h. Peut-être votre réaction, vous en tout cas, ce que vous dites dans votre note déjà pour l'Institut Montaigne, c'est que finalement, le Rassemblement national a 89 députés à l'Assemblée nationale et 3 au Sénat, beaucoup plus donc qu'en 2019, parce qu'il n'était que 8 en 2019, donc lors du précédent scrutin européen, et que finalement, vous voyez qu'au niveau européen, c'est un peu le reflet de ce qui se passe au niveau national. Bien sûr, mais avant, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'usure du pouvoir. Peut-être pour relativiser et contextualiser un petit peu. Quand on regarde les élections européennes précédentes, en réalité, c'est pas si nouveau que ça. Si vous regardez 2004, Raffarin est Premier ministre, son parti prend une défaite incroyable au scrutin européen. 2014, Manuel Valls, alors que François Hollande a été élu 2 ans avant, pareil, se retrouve 3e. Donc peut-être pour relativiser un petit peu, en tout cas montrer qu'il y a des exemples récents, mais là où effectivement on est sur une dynamique très nouvelle, c'est dans la progression de l'extrême droite, avec cet immense paradoxe que la France s'érige en chantre de la construction européenne et que c'est le parti le plus eurosceptique parce que sous couvert d'un changement programmatique, en tout cas en termes de communication, les fondamentaux anti-européens, ils restent très très puissant dans le parti. Alors on l'a vu, il y a eu des évolutions qui sont aussi des sortes de contradictions qui embêtent parfois les représentants du Rassemblement national quand ils doivent se justifier sur ces revirements, que ce soit sur Schengen, sur le Frexit, sur l'euro, mais aussi sur le nucléaire, sur la PAC, sur l'immigration. Il y a énormément de choses qui ont bougé. Et en dépit de ces contradictions apparentes, on a un Bardella qui est d'une stabilité, voire d'une progression considérable ces 6 derniers mois. Là où, et on l'a dit à l'instant, les courbes de Valérie Hayé et de Raphaël Glucksmann font un sens un petit peu inverse, puisque celle d'Hayé ne cesse de baisser, là où celle de Glucksmann ne cesse de progresser. Donc c'est quoi? C'est une amnésie collective, ce dont vous parler, ou le fait de changer de posture, finalement, ça a été payant? Ça a été payant, parce que ça participe de toute cette stratégie aussi de la dédiabolisation et puis d'une forme aussi de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a eu le Brexit depuis. Et nous, alors on a un gros sondage qu'on mène avec Ipsos, le Cevipost, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde, auprès d'un panel de 11 000 Français qu'on suit dans la durée. Et quand on les interroge sur leurs sentiments vis-à-vis du projet européen, vous avez quand même plus de 75% des Français qui se disent favorables au projet européen. Alors certes, il y en a 57% qui disent on est favorable au projet européen, mais pas de la façon et de la manière dont il se construit aujourd'hui. Mais les fondamentaux, ça veut dire le désir d'Europe, il reste quand même très ancré parmi les Français. Et donc le RN a tout intérêt à faire évoluer son discours et à être moins eurosceptique et europhobe qu'il pouvait l'être lors des campagnes électorales précédentes. Il faut se souvenir qu'en 2014, le RN était très profondément anti-Bruxelles. C'était même dans son slogan, là où on voit aujourd'hui à quel point les slogans ont évolué. Richard, oui, sur cette évolution, est-ce qu'effectivement il y a une sorte d'amnésie? Est-ce que c'est du pragmatisme du côté justement du Rassemblement national que d'avoir changé? Est-ce qu'ils ont véritablement changé? Alors, est-ce qu'ils ont véritablement changé? Je ne le pense pas, mais c'est une opinion. C'est-à-dire que pour bien les fréquenter, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris, je dirais l'élu moyen du Rassemblement national, il serait quand même très satisfait si l'Union européenne s'écroulait. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre l'offensive pour la faire tomber, mais si ça s'écroule, il ne va pas pleurer. Donc, ce sont effectivement des nationalistes qui se revendiquent comme tels et pour qui le bon cadre, c'est le cadre national aussi bien pour les frontières que pour l'économie. Après, la stratégie qu'ils ont adoptée, c'est une stratégie en gros, on rase gratis, puisqu'on enlève le risque européen. On ne quittera pas l'euro, on ne quittera pas l'Union européenne, mais on démontera tout. Bien évidemment, c'est facile à défendre devant les électeurs, devant des électeurs en plus qui ont un doute aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe. Et à un moment où Emmanuel Macron, lui, il maximise les risques, puisqu'il en est à parler éventuellement d'envoyer des soldats en Ukraine, etc., etc. Donc franchement, si vous êtes un électeur déjà incertain sur l'Europe, vous avez un président qui en rajoute dans l'Europe puissance, avec une forme un peu d'aventurisme, il faut bien le dire, et de l'autre, un Rassemblement national qui vous dit ne vous inquiétez pas, on va tout dépenailler en quelque sorte, mais il restera le squelette européen. Donc c'est quelque part le vote Rassemblement national, l'ironie absolue, c'est qu'il est devenu un vote relativement sûr, puisqu'en plus les électeurs qui sont intelligents se disent de toute manière ça n'aura pas d'incidence sur la manière dont les affaires sont conduites en France. Donc c'est un vote relativement indolore, c'est terrible. Yannick.
Alors, je n'ai pas tout à fait la même analyse que monsieur, même si globalement, je suis d'accord avec vous sur le fait que le Rassemblement national, vous parlez d'aventurisme, c'était pour Macron pour Oui, je veux dire, c'est Macron. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, alors pardon. Moi, je trouve que l'aventurisme, si aventurisme il y a, mais j'en suis pas sûre non plus, se trouve plutôt du RN par les risques qu'elle fait prendre et à l'Union européenne et donc aux quelques centaines de millions d'électeurs partout en Europe. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les écules montrent qu'ils ne prendront pas le pouvoir au niveau européen. Oui, mais attendez, d'abord, une prise de pouvoir est progressive, premièrement. Si le nombre de députés augmente, même si ce n'est que sensiblement, il pourrait augmenter de plusieurs dizaines entre les deux partis, enfin les deux mouvements, pardon, entre ID et entre la CRE. Il pourrait devenir, alors on va en parler peut-être... Les deux mouvements d'extrême droite. Les deux groupes, voilà, pourraient tout à fait devenir le groupe pivot qui est aujourd'hui, alors selon comment dire, les mandats, les mandatures, en tout cas qui est aujourd'hui Renaissance, Renew. Et s'il devient un groupe pivot, rien ne les empêchera dans 5 ans de devenir un des deux groupes majoritaires ou majoritairement relatifs. Et même en étant que groupe pivot, ils peuvent tout à fait influencer, évidemment dans les limites du pouvoir du Parlement, qui, on le sait, le Parlement européen n'a pas les mêmes pouvoirs que les parlements nationaux, mais ils ont quand même pas mal de le Parlement européen a quand même pas mal de pouvoirs. Donc et ça aura un impact. Ça aura un impact. 2, l'électorat moyen, comme vous dites. C'est quoi l'électorat moyen du RN? C'est devenu un parti attrape-tout. Donc je pense qu'ils sont pro-européens. Ils sont pro-européens, globalement, avec justement cette nouvelle base électorale qui intègre les CSP+, et, enfin une partie bien sûr. Moi je parlais des élus, tout à l'heure. Je disais les élus du Rassemblement national que je rencontre sont anti-européens. C'était la réponse que je portais à la question. C'était les élus. Écoutez, moi je pense à la force des organisations, et je pense que ce que fait depuis une dizaine d'années Marine Le Pen est volontaire et pensée. Ce n'est pas de l'amnésie, Stéphanie, c'est complètement conduit, quitte à se mettre à dos une partie de ses alliés, ça a été le cas de Philippot, et une partie effectivement des élus entre guillemets historiques. Elle sait très bien ce qu'elle fait, comme vous le disiez aussi Stéphanie, ce qu'elle veut faire, c'est une fois à l'intérieur changer des règles importantes du fonctionnement de l'Union européenne, parmi lesquelles les libertés publiques et les hiérarchies de normes, comme tente de le faire en tout cas Viktor Orban, qui pour le moment est seul. Mais si on trouve Mélanie, si on trouve Le Pen, si on trouve tous les autres, ils seront plus seuls. Ils seront plus seuls. Alors justement, juste pour que le téléspectateur comprenne bien, parce qu'ils sont nombreux à ne pas savoir qu'il y a 2 groupes de ces partis nationaux populistes, c'est comme ça que vous les appelez d'ailleurs dans votre note, donc le groupe Identité et Démocratie, que vous avez mentionné, Yannick, dans lequel vous retrouvez le Rassemblement national, la Ligue de Salvini, l'AfD allemande par exemple, vous avez aussi le FPÖ autrichien, donc dans Identité et Démocratie, et vous avez donc l'autre groupe qu'on appelle le groupe des conservateurs et réformistes européens, le CRE en fait, qui a 68 députés quand l'autre en a 59. Et là, vous avez Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, vous avez le parti espagnol Vox, le PiS polonais, vous avez également le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Je ne sais pas où se trouvent les Portugais. Chega a dit qu'il serait chez les identitaires de Marine Le Pen. Il serait chez les identitaires, voilà. Et donc, évidemment... Et celui d'Orban est non inscrit. Alors, parce qu'il était au PPE et il s'est auto-exclu en 2021 parce que le parti allait lui-même l'exclure en raison du non-respect de l'électorat. Juste une petite remarque, vous avez mentionné l'AfD. Orban, en fait, va encore choisir, il n'a pas encore choisi pour... Et Marine Le Pen voudrait l'intégrer dans le groupe ID. Mais lui voudrait plutôt aller du côté des CRE parce que son allié c'est Mélanie et il sent que c'est du côté des CRE qu'il y a le plus de marge de manœuvre, notamment vis-à-vis de la présidente actuelle de la Commission, Ursula von der Leyen. Et surtout, il faut préciser aussi aux électeurs, vous avez mentionné l'AfD allemande qui, semble-t-il, va être exclue de ce groupe ID suite aux déclarations de Maximilian Krah, qui est la tête de liste de l'AfD en Allemagne et qui a eu ses propos extrêmement polémiques sur les SS qui ne seraient pas tous des criminels il y a 2 semaines. Déclaration à la suite desquelles Marine Le Pen a déclaré qu'elle ne voulait plus siéger à côté de ce groupe. Mais il reste tête de liste d'ailleurs pendant l'élection. Il reste tête de liste, mais il n'a plus le droit de faire campagne et son numéro 2 non plus. Et autre élément très important pour permettre à vos téléspectateurs de bien distinguer ces 2 groupes, c'est-à-dire que l'ensemble des groupes politiques appliquent à l'égard d'idées ce qu'on appelle en France le cordon sanitaire. C'est-à-dire que Identité et Démocratie, le groupe de Marine Le Pen et hier de l'AfD, n'a aucune responsabilité, que ce soit des présidences de commission, des postes de rapporteurs sur des textes un petit peu stratégiques. Et il y a ce cordon sanitaire qui s'applique à leur endroit.
Ce qui fait que l'attractivité de ce groupe, pour tout groupe qui en est aujourd'hui en dehors, est assez faible et que tout copinage ou toute alliance avec Identité et démocratie peut paraître peu stratégique aujourd'hui, et en particulier pour Giorgia Meloni, qui voudrait plutôt se normaliser, se banaliser et aller du côté du PPE que du côté d'Identité et démocratie. Mais voilà, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est tout l'enjeu. C'est qu'avant, il s'agissait de ne pas être avec eux, et aujourd'hui, on est quand même plus dans une logique de que fait-on avec eux. C'est un petit peu ça qui a changé. Anna ? Cette perméabilité entre la droite classique et l'extrême droite populiste, effectivement, n'est pas nouvelle, mais maintenant, c'est un élément factuel. Et on voit bien que c'est la droite traditionnelle qui commence à courir après l'extrême droite, à essayer de lui ressembler. Et ce qu'on voit dans plusieurs pays, c'est les pays de droite traditionnelle, c'est-à-dire la droite qui peut aller du centre-droite à une démocratie chrétienne, qui commence à perdre du terrain et de son lustre auprès des électeurs et à se laisser entraîner dans la proposition dans l'adoption de propositions faites par l'extrême droite, notamment sur l'immigration ou sur des problèmes sociaux. Et donc, on n'a plus non plus des intermédiaires dans la société, on n'a plus tellement de syndicats puissants dans tous nos pays occidentaux, etc. Donc, on voit bien que ce cordon sanitaire dont vous parliez, il risque de sauter, que tous les paris qu'on fait actuellement sur le fait qu'on va se maintenir, parce que bon, on va élire sur des partis nationaux, et puis arriver à Bruxelles, les partis de tous les 27 pays s'organisent selon les partis dont on vient de parler, c'est-à-dire par affinité idéologique, programmatique. Et c'est là qu'il risque d'y avoir donc une sorte de... Il y a un autre élément... juste pour finir, juste pour finir, donc là, on nous rassure, notamment en France, on nous rassure, tous les politistes nous disent, mais non, vous allez voir, le ratio va être le même si on perd un petit peu pour les partis de droite traditionnelle, si on perd un petit peu pour la gauche social-démocrate, si on perd un petit peu pour les libéraux de Renaissance ou Renew, il n'y a pas de souci, ils resteront majoritaires, ils ne pourront... Non, c'est pas vrai. La perméabilité dont vous parliez sur l'extrême droite et la droite va jouer à fond. Meloni, la première ministre italienne, elle a préparé le terrain là-dessus, et je pense qu'on ne comprend pas que l'extrême droite européenne a bien compris qu'elle ne peut pas être anti-européenne et vouloir l'effondrement de l'Union européenne, même si elle est contre, parce que, tout simplement, économiquement, aucun pays ne pourrait s'en sortir. Ils l'ont bien compris. Il y a un élément de réel politique qui est en train de prendre le dessus, notamment grâce ou à travers Meloni, dont on doit tenir compte dans toutes nos analyses par rapport à la droite. Je vous fais réagir, Yannick, mais avant ça, je voudrais justement qu'on montre aux téléspectateurs, ça reflète exactement ce qu'on vient de dire ici, la une de The Economist, donc, qui est un journal britannique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont les Britanniques qui ne sont pas dans l'Union européenne qui le sortent, mais enfin, c'est tout de même une une qui interpelle, puisque vous voyez les 3 femmes qui vont façonner l'Europe, et vous avez Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen et Marine Le Pen. Elle va apparaître cette une, avec donc Giorgia Meloni, comme vous le disiez, quand même personnage clé finalement de cette droite, et donc son cœur balance, si je puis dire, quelque part entre Marine Le Pen et Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen qui fait partie de la droite conservatrice traditionnelle, qui voudrait faire un nouveau mandat et qui risque d'avoir besoin justement des voix de Meloni. Encore faut-il qu'elle soit réélue à la présidence de la Commission européenne. Elle se présente en tout cas. Ce qui n'est absolument pas garanti aujourd'hui. Mais moi, si dans le dilemme qui semble être qu'essaie de traduire cette couverture, il me semble relativement évident que Meloni a plutôt envie d'aller du côté de von der Leyen, et donc de la poursuite de cette banalisation et de cette normalisation qui effectivement a été très bien engagée depuis 2 ans, plutôt aujourd'hui que du côté du RN, qui reste quand même très assimilé à l'AfD et à une extrême droite beaucoup moins fréquentable. Et donc, si à un moment, il y a un choix qui doit être fait, il semblerait que ce soit le choix Ursula von der Leyen qui soit fait. Mais encore une fois, tout ça est extrêmement contingent et lié à l'élection ou non d'Ursula von der Leyen. Par exemple, en France, les Républicains, donc qui sont membres du PPE, qui est le groupe d'Ursula von der Leyen, ont dit qu'ils ne voteraient pas pour Ursula von der Leyen. Ce n'est pas leur candidate. On parle beaucoup d'une éventuelle candidature de Mario Draghi. Donc, il faut voir aussi comment est-ce que ces choses-là... C'est là où c'est important de se rendre compte que
les élections au Parlement européen, c'est un momentum, mais ce n'est pas du tout le seul moment clé qui va définir les grands équilibres européens. Il y aura ensuite la nomination des commissaires. Donc, vous savez, chacun des 27 qui va pouvoir avoir son commissaire et définir un petit peu les postes clés. Évidemment, l'élection du président de la Commission européenne. Et puis aussi, un élément qu'on oublie parfois, à partir du 1er juillet, c'est Viktor Orban qui va assurer la présidence tournante de l'Union européenne. Et ça, si jamais on a effectivement une progression très importante des partis d'extrême droite au Parlement, et qu'on y ajoute une présidence, alors ça reste un poste plutôt honorifique avec très peu de marge de manœuvre, mais quand même, ça va colorer d'une certaine manière le début de cette nouvelle législature européenne. Si vous avez une progression historique des partis d'extrême droite, doublée d'une présidence du Conseil de l'UE par un Viktor Orban que l'on voit... Un Viktor Orban qui n'a donc pas encore choisi dans quelle formation ils allaient et qui semble, je crois que dans son interview dans Le Point, il disait qu'il aimerait être chez ECR, mais tout en disant qu'il y a 2 femmes qui feront l'avenir de l'Europe de droite conservatrice, c'est Mélanie et Le Pen. Lui-même reprend cette dialectique et appelle de ses voeux à ce que les deux travaillent ensemble. Jannick Halimi. Je pense qu'on aura tous compris qu'il y a un risque ou une chance, selon que l'extrême droite, comment vous les appelez, les nationaux populistes arrivent en force. Alors, certainement pas pour avoir la majorité, c'est vrai. Et certains, pardon madame, mais en France en tout cas, vous sembliez dire tout à l'heure, on cherche à relativiser, les partis politiques cherchent à relativiser la poussée du RN et la poussée à l'arrivée. En tout cas, alors décidément j'ai mal compris. En tout cas, s'il y a un parti, et je pense qu'il s'y prend très très mal d'ailleurs, qui cherche et qui met sur le devant de la scène et qui en fait une des cibles, et un des éléments de sa campagne, de cette montée, de cette puissance et du RN et des partis d'extrême droite au Parlement, c'est bien Macron, Renaissance et Madame Hayé. Qui en fait son adversaire principal. Juste, je voudrais terminer, pardon. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Madame Meloni et la CRE ont plutôt tendance à se rapprocher, même idéologiquement, du PPE. On sait les différences qu'il y a, ne serait-ce qu'entre le RN et une grande partie des partis de ID et Mélanie sur l'Europe, sur la guerre sur l'Ukraine et sur la guerre contre la Russie. En revanche, les économistes à le nez creux, si je puis dire, Madame Le Pen, tout le monde aura bien compris que c'est une stratège. Et Madame Le Pen et Madame Meloni ont très bien compris, et il y a des discussions quand même qui vont dans ce sens, je ne dis pas qu'elles vont aboutir, sur une sorte, sinon des tractations, voilà, sinon de fusion, en tout cas de rapprochement et de ID et de la CRE, malgré des divergences réelles, mais enfin, quand même, ça reste 2 partis ou 2 groupes d'extrême droite, avec toutes les différences qu'on vient d'énoncer. Et croyez-moi, si Madame Le Pen doit mettre de l'eau dans son vin, elle en mettra. Surtout sur l'Ukraine. Ce sera autre chose. Richard, sur l'Ukraine, elles ne sont pas d'accord quand même, Marine Le Pen et Giorgia Meloni, qui a vraiment tout de suite choisi l'Ukraine, dès qu'elle a pris d'ailleurs le pouvoir, Giorgia Meloni. Oui, contre la Russie. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parle au moment où Joe Biden est en France. Au fond, le problème est moins l'Ukraine que les États-Unis. Madame Meloni, elle est atlantiste, parce qu'en Italie, l'influence des États-Unis sur la vie politique italienne n'a rien de comparable avec l'influence des États-Unis sur la vie politique française. Pour dire les choses clairement, Madame Meloni sait très bien qu'elle gagne, je dirais, en influence politique en étant alignée sur Washington. Je ne suis pas sûr qu'au fond d'elle-même, elle ait une passion pour l'Ukraine et pour M. Zelensky. Oui. Je ne pense pas. Madame Le Pen, c'est différent. Pour une raison simple, la France n'est pas l'Italie. Vous avez un puissant courant anti-américain en France, à la fois à gauche et à droite. Et Madame Le Pen, pro-russe, pour certains. Et c'est ce que j'allais dire. Et vous avez un puissant courant pro-russe, qui a longtemps été d'ailleurs l'inspiration du Front National puis du Rassemblement National. Donc de ce point de vue, je pense que... Sauf monsieur, je vous interromps, pardon, si c'est Donald Trump, qui est réélu à la fin de l'année, l'anti-atlantisme de Madame Le Pen va s'effondrer. Oui, d'abord, la stratégie américaine vis-à-vis de l'Europe aura certainement changé, et on sait qu'il y a des liens, en tout cas des volontés de liens très forts, de convergence entre Madame Le Pen et Donald Trump. Oui, mais pour l'instant, Donald Trump n'est pas encore... Pour l'instant, Donald Trump n'est pas encore à la Maison-Blanche. Donc, oui, je regardais... Ben non, quand même, il n'y est pas. Donc, donc, voilà. D'accord, s'il y arrive.
D'accord, mais pour l'instant, encore une fois, il n'est pas à la Maison-Blanche, et je pense que Marine Le Pen, elle est dans une distance vis-à-vis des États-Unis qui n'est pas du tout la même que Giorgia Meloni. Ce qui, par contre, je crois, ce qu'il faut bien avoir en tête, moi, je ne ferai pas, personnellement, pour avoir été correspondant à Bruxelles, une fixation sur ces deux groupes politiques au Parlement européen. Ce qui compte, c'est la manière dont ces députés vont voter. In fine. Donc ils vont voter les textes ou voter les nominations, par exemple celle de Mme von der Leyen. C'est ça qui compte. Qu'ils soient dans deux groupes différents, à partir du moment où ils s'entendraient, je ne sais pas si ce sera le cas, sur une stratégie commune de vote, je ne sais pas si ce sera le cas. C'est ça en fait. Est-ce qu'ils vont s'entendre sur une stratégie? Je pense que s'ils sont intelligents et s'ils veulent gagner du pouvoir et de l'influence au sein des institutions européennes, ils n'ont pas le choix. Ils doivent voter ensemble. S'ils ont une intelligence tactique et politique, ils doivent être ensemble. Mais est-ce qu'ils peuvent surmonter des différences personnelles, des différences d'agenda, des différences d'opinion sur l'Ukraine? Ça, c'est autre chose. Mais tactiquement parlant, l'intérêt de tous ces mouvements d'extrême droite, c'est de peser sur le scrutin, sur les scrutins au sein du Parlement, donc de voter ensemble. Anna Navarro, je vous ferai réagir, mais Anna Navarro, justement, ils se sont vus à Madrid il y a quelques semaines. Ils y étaient tous. Il y avait Vox, Marine Le Pen était présente. Orban n'était pas présent, mais il avait envoyé une vidéo. Mélanie aussi. Donc il y avait une espèce de... En tout cas, le patron de Vox disait qu'ils étaient ensemble, unis, qu'il y avait une espèce d'international de l'extrême droite. Il y a les divisions traditionnelles de l'extrême droite qui jusqu'à présent ont empêché les extrêmes droites européennes de s'unir et de peser véritablement. Et il y a cet élément de réel politique introduit d'ailleurs par l'Italie, par Mélanie en Italie, dans l'extrême droite européenne, qui est en train de prendre le dessus, il me semble bien. Deuxièmement, donc ça veut dire une forme de pragmatisme. Une forme de pragmatisme. Deuxièmement, la presse portugaise a suivi depuis quelques mois, très attentivement, les agissements en coulisses de Mélanie, d'Ursula von der Leyen, de Marine Le Pen, Marion Maréchal aussi. On a vu que on a l'impression, Ursula von der Leyen fait vraiment un pas de deux avec Mélanie pour avoir les votes Mélanie pour sa réélection comme présidente de la Commission européenne. Je ne suis pas sûre qu'elle va les avoir, parce que nous rappelons au Portugal aussi que Mario Draghi, qui vise la présidence de la Commission européenne, qui a les faveurs de beaucoup de courants en Europe, il est aussi la personne qui a le conseiller Mélanie au départ, quand elle a pris le pouvoir en Italie. Elle lui téléphonait tous les jours pour la formation de son gouvernement et pour certaines pas. C'est un concurrent sérieux, là. Oui, Super donc, Mario. Effectivement, Mario Draghi. Et nous observons cela avec beaucoup d'attention, et depuis un certain moment, nous avons l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer dont on n'a pas encore l'idée de la véritable dimension. Ça sera compliqué. Blanche, juste pour revenir justement sur les divisions, ça m'intéresse réagir justement ce qui a été dit. On voit à peu près ce qui les rapproche, ce qui les divise. Donc il y a quand même cette question ukrainienne. Vous, c'est ce que vous dites dans votre note. Exactement. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail? Bien sûr, sur l'Ukraine, déjà sur l'adhésion à l'Ukraine, où on voit qu'on a le Rassemblement national en France qui l'élargissement de l'Union européenne, là c'est très différent. Voilà. Là où Mélanie est beaucoup plus favorable, et d'ailleurs c'est pas uniquement sur l'Ukraine, elle y est favorable en général. Donc là on voit qu'il y a quand même un point de clivage très important, et même nous ce qu'on montre dans la note, c'est qu'en réalité, on dit est-ce qu'ils vont pouvoir voter ensemble? Oui. Et là, il faut bien comprendre aussi la mécanique du vote au Parlement européen. C'est-à-dire que vous ne votez pas... les coalitions, elles se font texte par texte, même parfois sous-texte par sous-texte. C'est une mécanique qui est très compliquée, qui est beaucoup plus, disons, subtile que ce que nous, on peut connaître en France. Et donc, d'un texte à l'autre, vous allez avoir parfois les voix d'un groupe politique et pas de l'autre, parfois les Verts, parfois pas. Et donc, tout ça change. Mais nous, ce qu'on montre dans cette note, c'est que si ces formations nationales populistes, elles votent ensemble, ce sera une coalition des contres. Mais qu'aujourd'hui, elles sont incapables de projeter et d'être force d'initiative sur des sujets communs. Et ça, pour une raison assez simple. Y compris sur l'immigration. Oui, par exemple, très simplement, la Hongrie de Viktor Orban et l'Italie de Giorgia Meloni ne sont pas du tout confrontées de la même manière au phénomène migratoire et donc ne vont pas du tout apporter les mêmes réponses. Vous avez un Viktor Orban en Hongrie qui aujourd'hui fait venir des dizaines de milliers de migrants choisis venus des pays d'Asie, notamment de Philippines, d'Inde ou de Chine, pour venir remplir ces usines qui veulent construire demain les véhicules électriques dans l'horizon de 2035. Là où, au contraire, Mélanie, qui est porte d'entrée sur l'immigration, a une vision beaucoup plus pragmatique. Et donc, ils ne vont pas totalement être d'accord. Et nous, ce qu'on dit dans la note, c'est que une internationale des nationalistes, en réalité, c'est une forme de contradiction dans les termes, une forme de chimère dans la mesure où l'intérêt national pour ces formations politiques primera toujours sur les intérêts communautaires. Et donc, même si dans l'absolu, dans l'idéologie, ils s'entendent,
quand on va rentrer dans la façon dont il faut traduire de manière très concrète ces politiques, que ce soit sur l'immigration ou d'autres, ils vont encore se confronter à des clivages. Alors oui, par contre, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact que ça aura en tant que force de blocage, mais en termes d'impulsion politique, on en est encore très loin, en tout cas pour cette législature. Et il faut rappeler aussi que quand on regarde un petit peu les chiffres, le PPE restera quand même, si on donc le PPE, le centre droit. Voilà, le centre droit majoritaire, et les sociodémocrates aussi. Donc là, on est en train, encore une fois, de se battre un peu comme chez nous pour la 3e place. Est-ce que ça va être CRE, ID, Renew? Et donc, il ne faut pas oublier aussi ces éléments-là. Ils resteront 3e place. Juste un ajout très rapide. Vous disiez que les mécanismes de vote au Parlement sont très différents de ceux des parlements nationaux. Si effectivement les partis de la droite populiste s'arrangent pour donner à connaître dans leur pays respectif certains textes qui lui déplaisent ou qui lui plaisent, et faire bouger l'opinion publique là-dessus, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Union européenne, là, il risque d'avoir des changements importants. Ce qui les rapproche finalement, Yannick, est-ce que ce ne sont pas aussi cette histoire de guerre culturelle? Parce qu'on parle, vous en parlez d'ailleurs un peu dans votre note, hein, c'était une contre-révolution culturelle, vous dites même. Mais effectivement, on peut décliner à l'infini les différences, les divergences même qu'il y a entre ces deux mouvements ou entre chacun des partis d'extrême droite de chacun des États européens. Mais vous le disiez, il y a quand même un socle, alors qu'on peut appeler culturel, qu'on peut appeler contre-culturel, qu'on peut appeler, comment dire, politique avec un grand P, enfin, idéologique, qui reste quand même, je pense, alors après, pragmatisme, plus ou moins de pragmatisme, comment ça va se passer au Parlement, j'en sais rien, mais quand on vote pour un parti, il faut quand même connaître ses fondamentaux, et les fondamentaux de tous ces partis, encore une fois, avec leurs couleurs et leurs différences ici et là, ça reste les préférences nationales, ça reste la préférence des règles nationales sur les règles européennes, avec, in fine, la remise en cause de tout ce qui est protection des droits de l'homme avec les institutions qui vont avec. Est-ce que les électeurs ont envie de jouer cette carte-là ou préféreront éviter ce risque-là, parce que ce n'est pas un risque à l'aveugle qui prendrait toutes ces choses-là sur des éléments aussi fondamentaux, encore une fois, que les institutions touchant aux libertés publiques, les préférences nationales, même si elles se déclinent sur des politiques, selon des politiques d'immigration plus ou moins restrictives. Il y a encore une fois des fondamentaux que les électeurs connaissent, qui sont inscrits dans les programmes de tous ces partis, qui se rejoignent et qui font que s'il y a une poussée stratégique après-demain, dans 3 jours, au Parlement européen, les électeurs auront été responsables de cela. Il n'y a pas il n'y a pas de circonstances atténuantes. Un parti d'extrême droite, même s'il évolue, reste un parti d'extrême droite. Richard, ça rejoignait un peu ce que vous disiez. Sur le culturel, justement, sur cette espèce de contre-révolution. Bon, Giorgia Meloni, on sait que c'est la chrétienté qui ressort beaucoup. Le droit à l'avortement, elle est contre l'avortement. Ça devient très compliqué en Italie d'avorter, d'ailleurs, pour les femmes. C'est une coalition anti-woke, je pense on pourrait dire, puisque le wokisme est un peu leur mot, c'est leur diable, c'est le nouveau diable. Voilà, il faut lutter contre le wokisme. Sur l'avortement, il y a des tonalités différentes, par exemple entre Mme Le Pen et Mme Meloni, qui vient essentiellement de la référence aux valeurs chrétiennes. Mme Le Pen, c'est pas quelque chose sur lequel elle a insisté, qui est, je dirais, inhérent à sa personnalité et à son itinéraire, contrairement à Mme Meloni. Après, sur ce qui est de la responsabilité des électeurs, c'est ce que je voulais dire au début, et je me suis peut-être mal exprimé, c'est que là où il y a une grande habileté, mais une habileté qui, à mon avis, est très dangereuse, du Rassemblement national aujourd'hui, c'est que précisément, ils se sont efforcés de gommer ce risque, je dirais, d'une Europe qui craquerait, puisqu'ils disent on ne va pas en sortir, on ne va pas sortir de l'euro. Donc finalement, pardon, mais contrairement à ce que vous dites, les électeurs aujourd'hui, un certain nombre d'électeurs peuvent aller aux urnes en se disant, avec le vote Bardella, je vote pour une préférence nationale parce qu'en gros j'en ai ras-le-bol de l'Europe, mais je sais que l'Europe ne craquera pas. Ah ben bien sûr, puisque c'est ce qu'ils disent. Pas le contraire. Et donc je ne suis pas si sûr qu'on puisse dire les électeurs auront en responsabilité démoli l'Europe. Non, je crois mais je n'ai jamais dit ça. Voilà. J'ai dit qu'ils auront en responsabilité élu
des partis, enfin des représentants de partis qui sont fondamentalement, qui comprennent dans leur corpus idéologique des éléments d'extrême droite, même si par ailleurs ils se sont normalisés. Mais encore une fois, vont faire éclater l'Europe. J'ai dit tout le contraire depuis encore une fois, n'oublions pas que c'est un scrutin européen et que la donne en France n'est pas la même dans d'autres pays. Par exemple, Viktor Orban, lui, alors pour le coup, il a un agenda qui est vraiment anti-Commission européenne. C'est clair. Donc, il s'est positionné contre la Commission européenne, contre les pouvoirs de la Commission européenne, de manière beaucoup plus limpide. Donc, je crois que... Est-ce qu'il pourrait être le meilleur... l'a enlevé. Marine Le Pen, en 2014, il me semble, avait dans son programme la suppression pure et simple de la Commission européenne. Et maintenant, ça s'est considérablement lissé. Je crois qu'il s'agirait de le transformer en une sorte de gros secrétariat général au service du Conseil, donc au service des États membres. Mais effectivement, elle a lissé son discours. Et là aussi, vous mentionnez Orban. Le slogan d'Orban, c'est « No migration, no gender, no war ». Et donc, il y a cette obsession aussi sur la question culturelle du genre, des LGBTQI, qui est totalement absent en réalité du discours du RN, qui a complètement désinvesti, en tout cas pour cette campagne, ces sujets-là. Je crois que Marion Maréchal a le mieux résumé la position des droites populistes européennes. Elle a dit, on lui a posé la question, écoutez, mais vous êtes partidaire, ils sont vraiment eurosceptiques sur Reconquête. Et on a posé la question, mais vous êtes pour le Frexit? Et elle a dit, mais non. Là, on est impliqué sur les prochaines 5 années à changer l'Union européenne de l'intérieur. Après, on verra si on n'y arrive pas, on verra après. Mais pour l'instant, on est en Europe et on va la changer de l'intérieur. Voilà, je pense qu'elle a tout dit. Merci beaucoup. On me dit que c'est terminé. Donc, on termine un peu plus tôt ce soir. Malheureusement, c'était passionnant. Merci beaucoup, Yannick Halimi. Merci, Anna Navarro, d'avoir été avec nous. Richard Averali, Blanche Léridon, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous la retrouvez, cette émission, sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.